Bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Je suis heureux de vous présenter les grandes lignes des programmes actifs, les programmes actifs de l'emploi. Ces propositions se fondent essentiellement sur une relecture du diagnostic. Deuxièmement, sur les travaux qui ont été faits très intéressants, très utiles, par le ministère et l'ANAPEC. Et puis sur un certain nombre de pratiques internationales. Donc je traiterai en premier lieu en rappelant quelques indicateurs principaux qui fondent la politique de l'emploi en termes de ciblage, puis les axes fondamentaux autour desquels va s'articuler les futurs programmes qui sont en général bien assis dans ce qui a été développé durant les 10 dernières années. Donc, soutien ou l'encouragement à l'insertion dans l'emploi salarié, l'amélioration de l'employabilité, le développement de l'auto-emploi et puis l'accompagnement des chercheurs d'emploi en difficulté. Je vous invite donc à voir cette diapo qui résume l'incidence du chômage de longue durée. Au niveau de l'enseignement supérieur, on constate que à peu près plus de 81% vivent un chômage de longue durée. Ils ont une durée de 45 jours et une durée moyenne pour les 50% de 24 mois. Et le même schéma se répète, mais à moindre, moindre intensité pour les niveaux moyens et les sans diplôme. Pourquoi j'insiste sur cet aspect de durée? Parce que c'est la durée qui marque la personne. Et donc, j'ai jugé utile de vous présenter un certain nombre d'indicateurs. Ici, on constate qu'il y a une différence relativement sensible d'une exposition plus prononcée pour les femmes. Et on le voit que plus on évolue vers le niveau supérieur, plus cette exposition devient forte. Ce troisième diapo, vous ne l'avez jamais vu. Cela montre que nous avons un problème de prime au chômage et de chômage récurrent. Donc ceux qui accèdent pour la première fois, ils ont en moyenne 60 mois. Donc tout ce qui est en orange, c'est les primos. Pour les sans diplôme, c'est une découverte pour moi que les sans diplôme vivent un problème, bien qu'ils aient un taux de chômage très faible. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a un taux de chômage faible, parce qu'ils ont une durée longue d'insertion, ce qui n'a pas été mis en évidence par les statistiques actuelles. Et cette intensité en termes de durée pour le chômage, pour le prime au chômage, elle diminue, mais reste quand même très, très, très élevée. Mais ce qu'on découvre, c'est que le chômage récurrent, c'est ceux qui tombent pour la première, deuxième, troisième fois, ont une durée de chômage moyenne moins élevée. Pourquoi? Parce que c'est des chercheurs d'emploi qui ont vécu le marché du travail. Donc, ils ont une grande expérience. C'est ce qui explique donc cette différence. Donc, c'est ce qui nous amène à bien insister sur le développement d'une première expérience pour les premiers. Qu'est-ce que c'est qu'un chômage? Le chômage, c'est une résultante, un cumul de difficultés. Donc, la personne, quand il s'insère, plus il cumule des difficultés, plus il a des problèmes à s'insérer.
Donc il faut éclater ce chômage. Donc on constate que le noyau dur, c'est les 4 premiers. Donc chômage de longue durée plus d'une année, chômage de très longue durée plus de 2 ans, et puis ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, c'est donc le primo-chômage à faible employabilité, puis les chômeurs découragés qui n'apparaissent pas, mais qu'on pourrait les approcher pour les mettre en évidence. Puis les chômeurs récurrents. Je les ai classés par rapport à, disons, dans cet ordre, parce que l'expérience internationale montre qu'il faut les classer dans cet ordre. Puis il faut ajouter ceux qui sont dans le silence, ceux qui ont vécu à un moment ou à un autre ce problème de chômage. Donc ceux qui sont enfermés dans des emplois précaires et ceux qui ont un besoin spécifique, parce que soit un problème d'handicap, des femmes isolées, des femmes qui ont des difficultés. J'ai jugé utile pour vous donner une idée globale sur l'interaction entre les différentes situations. La personne en elle-même, nous, on le voit à travers des programmes, mais on ne le voit pas en tant qu'entité. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, bien sûr, le parcours avec la flèche, et j'ai mis derrière le conseiller à l'emploi, parce qu'il doit être au cœur de ce parcours. Il doit connaître la personne avec qui il rentre en contact. Donc, il doit connaître, premièrement, ses difficultés. Alors, les difficultés, il y en a de 2 types. Ceux qui sont en violet, c'est ce qu'on appelle les freins de repérage sur le marché du travail. La personne, elle n'est pas bien organisée. Elle a des compétences, il a des démarches qu'il n'arrive pas à organiser, donc il n'a pas une grande autonomie. Puis le deuxième bloc de difficultés ou de freins, c'est en vert. C'est par rapport, c'est au sein de l'entreprise. Vous le formez, vous lui trouvez un stage, mais la personne, il n'a pas le soft skills, il n'arrive pas à s'adapter. Alors, on constate d'abord qu'il peut avoir donc il ne peut pas s'intégrer dans une équipe, il ne s'intègre pas dans la hiérarchie, il n'arrive pas à communiquer. En bas, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les facteurs contextuels. Ils sont très pesants. Ils sont très pesants par rapport à la situation socio-économique de la personne et par rapport aux possibilités d'emploi du marché. Donc, on constate qu'en général, ces facteurs sont plus ou moins connus en termes d'impact, et donc ce sont ce que j'appelle les faits en contexte. Et ça, c'est pas l'ANAPEC, elle ne peut pas jouer beaucoup sur ces facteurs, mais les politiques actives, extensives, doivent viser à réduire l'impact de ces facteurs. Mais quand même, il y a ce qu'on appelle les difficultés de la mobilité. C'est très important, je vais vous le montrer après, parce que nous proposons une mesure. C'est des facteurs qui sont très, très, très importants. Alors, les axes, ce qu'on fait, on en a vu les études d'impact, donc ils ont des effets positifs, et nous proposons de nouvelles mesures qui ont déjà été revues pour certaines. Donc, pour les personnes en situation de handicap, travailleurs ayant perdu leur emploi, les femmes inactives et les personnes non diplômées. Bon, je passerai sur cette... les mesures récentes, elles sont relativement intéressantes, mais il y a un problème pour le dispositif de contrat d'intégration professionnelle. On a mis une condition que peut-être n'est pas adéquate, c'est de dire je vous donnerai cet avantage de 25 000 dirhams à condition que vous lui donnez un contrat CDI. Ce n'est pas cette mesure qui doit dicter le CDI. Le CDI, c'est en fonction de la productivité de la personne. L'employeur doit d'avoir des postes, ce qu'on appelle des postes productifs. Donc, s'il est intéressant, il va le retenir, avec ou sans les 25 000 dirhams. Donc, je propose qu'on revoie cette mesure, parce que c'est un blocage, c'est une barrière. On n'a pas le droit, je le répète, en termes de politique active, il y a des études, vraiment des centaines et des centaines d'études d'impact, on n'a pas le droit de décider à la place du chômeur.
Et on n'a pas le droit de mettre un frein entre le chômeur, celui qui n'a rien, et celui qui va l'embaucher. Ça, c'est le contrat d'insertion de bons chiffres. Je pense que, bien qu'il soit stabilisé, donc c'est un bon dispositif. Les études d'impact ont montré qu'il y a un taux d'insertion relativement élevé et il y a une réduction de la durée d'attente. Donc, plus les chômeurs s'insèrent, plus on réduit la durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accélère la rapidité. Donc, l'insertion par le contrat d'insertion amène les jeunes à s'insérer le plus rapidement possible. C'est très important. Un effet aussi sur l'emploi direct, ça veut dire que les employeurs, ce n'est pas parce qu'ils sont vraiment intéressés directement par les exos, mais par les questions qu'on a posées, on constate que 24% ont décidé parce que, quand même, ce dispositif est intéressant. Et si on compare ce effet sur l'emploi sur l'effet de ce qu'on appelle l'effet de substitution, ça veut dire 24 moins 10, donc il y a un effet net apparent parce qu'il n'y a pas l'effet d'aubaine, donc il y a 14%. Mais l'effet de substitution, c'est un effet global. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais on pourrait dans les débats. Ici, c'est un élément d'information très important. Pourquoi les bénéficiaires de contrats d'insertion subissent une résiliation, encourent une résiliation? La raison principale, ce n'est pas la recherche de salaire, tout ça, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est l'adéquation entre le poste et le profil. Vous avez en bas ceux qui ont des problèmes, ça veut dire qu'il y a une résiliation avant terme, puis achèvement sans insertion, puis achèvement après, puis insertion après achèvement, et puis les meilleurs, ils sont insérés avant achèvement. Et en ordonnée, c'est les taux d'adéquation, c'est le degré de... Donc plus les bénéficiaires de contrats d'insertion, plus il y a une certaine adéquation, ça veut dire qu'ils sont intéressants en termes de productivité, plus ils sont retenus. Donc, régler le problème de l'adéquation, la sélection et l'appareillement des profils. Bon, les recommandations, ça découle donc de ces diagnostics, donc une bonne formation pratique, qu'on va voir après, un bon appareillement, un bon encadrement au sein de l'entreprise et un bon système de suivi léger, pas très lourd. C'est très coûteux. C'est juste pour les moins autonomes, par des coups de téléphone, par des rappels, avec les tuteurs de stage. Juste, il ne faut pas les laisser, parce qu'il y a des chercheurs d'emploi qui loupent leur insertion parce qu'ils ont des petits problèmes. Et des études ont montré que ce suivi peut améliorer l'efficacité de 2 à 3, 4 points au niveau de l'efficacité. On rentre maintenant dans les mesures. Nous avons une mesure qui était déjà discutée, qui est très intéressante pour le secteur associatif, c'est le contrat d'utilité sociale. Les personnes à handicap, on doit avoir quand même pour cette population. Et puis les non-diplômés, ce que j'appelle les OSND, une offre de service. Puis les femmes inactives qui ont des problèmes en mettant en place un programme de sensibilisation. Qu'est-ce qu'on propose? On propose bien sûr de les aider pour des jeunes qui ont une vocation sociale. Il ne faut pas les orienter comme ça vers les associations. Il faut qu'ils doivent avoir la fibre sociale. Il y en a 2 catégories. Toutes les études le montrent. Il y a ceux qui veulent avoir une expérience, l'expérience. Ils veulent passer un temps. Même pour un étudiant, il veut passer un temps. Il faut lui donner la possibilité d'acquérir cette expérience. Donc, il faut un contrat, module 1, à temps partiel, que l'association doit gérer. Puis, ceux qui veulent devenir un travailleur social, il faut leur donner l'occasion, avec une
les deux avec une subvention. Et si celui qui va rester, il veut développer sa carrière, il faut ajouter une nouvelle année, enfin 12 mois supplémentaires, avec une réduction de 50% de la subvention. Évidemment, il faut aller vers les associations. Il faut d'abord demander aux associations qu'est-ce qu'elles pensent. Une enquête légère auprès de 100 associations pour vérifier tout ça. Est-ce que c'est applicable? Bon, ça, c'est des indications donc, sur les associations. Je passe. Pour le contrat d'intégration pour les PSH, les personnes en situation de handicap. Ils ont un grand problème. Donc, ils ont un taux de chômage qui est élevé en milieu urbain et un taux d'activité relativement faible. Et donc, ce sont des indications qui ne remontent pas la réalité. La réalité, c'est là. Et c'est là. Ils perdent leur emploi, 71% ont perdu leur emploi parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter, ils ne sont pas productifs. Donc, il leur faut un plus. 60 avaient perdu parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. C'est très important. Ils sont rentrés, et c'est ce qui explique qu'il y a un découragement. Vous voyez, seuls 5% n'arrivent pas à soutenir leur recherche. Donc, il y a un grand problème. Il faut une petite intervention pour les aider. Donc, nous proposons qu'on leur ouvre cette possibilité, en leur donnant donc, en accordant aux entreprises qui ont un goût pour les PSH, il faut les aider. Donc, alors, ce que nous proposons, c'est d'utiliser le CIP, qui est déjà, je dirais, bien ficelé. Il a des avantages, formation, etc. On ajouterait un plus de 10 000 dirhams, mais à condition d'éliminer la condition de 12 mois d'inscription pour le CIP. Donc, ils accèdent directement, sans condition. Pour les non-diplômés, c'est un programme qui a été préparé par l'ANAPEC. Il est relativement bien cerné, donc il faut y aller. C'est bon. Je pense que vous avez déjà une pratique sur l'offre. Donc, en principe, c'est une question de moyens humains et de trouver des partenaires qui s'impliquent dans les programmes apprentissage AGER et auto-emploi. Au niveau de l'apprentissage, on va le voir après, il y a des préalables. Pour les femmes, il y a des femmes inactives parce qu'elles sont découragées, ils sont cachés dans l'inactivité. Il faut d'abord un travail de sensibilisation et d'attrait. Et donc l'ANAPEC pourrait mettre en place, je ne dirais pas une offre de service, mais un programme de sensibilisation, pour vraiment les amener à bénéficier des prestations. Leur montrer ce que l'ANAPEC fait, c'est très important. Et nous avons constaté au niveau des programmes actifs, les femmes se positionnent relativement, avec tous les problèmes, bien. Ça veut dire qu'ils approchent 50 en termes de taux de participation au niveau des PAE. Développer, bien sûr, toujours une approche de discrimination positive, s'il le faut. Le code le permet. Le code du travail le permet de faire cette discrimination positive. Et donc, pour les nouveaux programmes, il y a un goût pour la femme, pour le social. Il faut vraiment l'avantager. Tout ce qui est contrat social, aide à la mobilité, les emplois de proximité. Et bien sûr, tout cela repose sur un partenariat. Le deuxième, c'est l'amélioration de l'employabilité. Nous reprenons TATIR, chèque de formation individuel, congé de reconversion pour les travailleurs menacés de licenciement, un contrat de qualification d'intérim. C'est un bon produit pour stabiliser ceux qui vivent les temporaires permanents, puis une allocation d'aide à la mobilité. Bon, ça, c'est le bilan des réalisations. Les formations qualifiantes sont relativement moins
moins efficaces. Mais les formations contractuelles, c'est-à-dire préparatoires à l'emploi, elles sont plus efficaces. Bon, là, c'est des recommandations pour l'ANAPEC, j'en passe. J'ai un petit problème au niveau de ces programmes de formation. Je n'arrive pas à voir est-ce qu'il y a des objectifs. Je sais que dans le dernier appel d'offres, il y a une modulation, mais il n'y a pas une modulation en termes d'objectifs. C'est très important. Il faut des modules où le chercheur d'emploi passe d'un module à l'autre, constitue un capital. C'est très important. Il faut qu'il ait une visibilité dans son parcours. À un moment ou à l'autre, il peut retourner. Hein, il a un carnet, un livret, il a quelque chose pour qu'il constitue son actif qu'il doit vendre dans les CV. Bon, je repose à titre indicatif. Hein. On pourrait après discuter avec le collègue de l'ANAPEC. Évidemment, il faut de bons formateurs. TATER, il y a un recoupement à faire avec le programme qualification. Donc, il offre, d'après cette proposition, une bourse, enfin, une allocation pendant 12 mois. Mais les implications au niveau de l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a un problème d'identification des opérateurs de formation pour avoir vraiment dispensé des formations efficaces. C'est un point délicat. Formation pratique, identification des stages de qualité, parce que plus on s'élève dans un niveau élevé disons, d'études, plus les diplômés sont exigeants. Donc, il faut développer un portefeuille de stages de qualité. Évidemment, il faut essayer d'harmoniser les populations des formations qualifiantes. Sinon, il y aurait un effet de cannibalisme, c'est-à-dire que comme il y a une petite bourse, tout le monde va aller par tous les moyens pour TATER. Alors là, c'est pour le travail temporaire. Donc, il y a une relation triangulaire. Il faudrait placer cette mesure au cœur de cette relation triangulaire. Le porteur, c'est les deux ET et les ARP qui ont cette mission de placer les travailleurs temporaires. Bon, actuellement, nous avons 60 000 avec 50 ARP autorisés et le nombre augmente, mais je pense qu'avec le débat actuel, on pourrait voir de nouvelles perspectives. Le produit, bon, juste pour vous expliquer, bon, qu'il y a les hommes, c'est encore un peu par rapport à la nature du travail, c'est travail temporaire, donc la majorité c'est des hommes, les moins de 30 ans, 35%, ceux qui travaillent moins de 20 jours, il faut noter ça, ceux qui travaillent moins de 12 jours, ce sont des temps vides, Bien sûr, il faut gérer le temps d'un travail, c'est coûteux pour tout le monde, mais il faut insérer des modules de formation pour que ces jeunes, les moins de 35 ans, évoluent. Et le salaire viendra avec le paquet formation. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une formation au plus 6 mois avant engagement. Donc, on est tout à fait, je dirais, en bonne position de respect du Code du travail. Avant 6 mois, du moins pour les entreprises qui sont autorisées, donc d'entamer une action de formation. Les moyens existent, théoriquement bien sûr. Et donc, mais pendant aussi la période d'inoccupation, quelques semaines, 2 mois, 1 mois, pourrait aider, occuper le travailleur à temps, disons, ça c'est l'expérience internationale. On a posé des questions à ceux qui sortent des ATT. On a dit, qu'est-ce qui vous a apporté? Regardez, aux environs entre 50% et les 3/4. Ils disent, ça nous a permis de trouver un emploi rapidement. Et ça a amélioré l'employabilité par l'expérience, mais par un plus au niveau de la formation. C'est comme ça qu'on défend ces personnes-là. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas en se barricadant derrière
les dispositions du Code du travail. Ça, c'est... Il faut voir la réalité. Et il y a des études très fines qui ont montré que ces gens-là s'insèrent plus rapidement par rapport à ceux qui ne passent pas par les ATT. Chèque de formation. Nous avons quelque chose qui n'est pas tout à fait adapté. Nous avons des formations collectives, comme en classe, 25, 25, 25 ou 24, ou je ne sais pas. Non. Maintenant, les formations sont, la plupart, c'est des formations individuelles. Il faut s'adapter. C'est compliqué parce qu'il faut que la personne ait déjà formulé son bon projet de formation et trouver les créneaux dans lesquels il doit s'insérer. Mais il faut commencer. C'est les formations individuelles, tous les dispositifs maintenant de formation évoluent vers cette formation adaptée à la personne. Parce que c'est très difficile de mettre dans une classe celui qui a vécu un type de formation qui est différent en termes de requis par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que vous trouvez au sein des 25 des gens qui s'absentent, des gens qui ne viennent pas. Donc il y a un problème de profilage en termes de projet de formation et de trouver les moyens pour répondre à ces besoins. Donc nous proposons aussi que cette formation puisse bénéficier aux gens qui sont en position d'IPE, ceux qui perdent leur temps, leur emploi pendant 6 mois, il faut qu'ils accèdent à cette formation. Les formations existent, donc il faut leur juste dans les manuels, de procédure, c'est faisable, donc on pourrait les intégrer parce que c'est un cadre légal. L'allocation d'aide, c'est la première fois où on vous montre ce qui suit. Notez-le bien, s'il vous plaît. Si vous examinez la durée, la distance, ceux qui vivent en milieu urbain et rural, qu'est-ce qu'on constate? Que ceux qui cherchent un emploi pour les personnes, et ils sont 10 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui sont isolés, on ne sait pas ce qu'ils font en milieu rural, diplômés de l'enseignement supérieur. La ville la plus proche, ils n'ont que 9% par rapport à ceux qui sont en milieu urbain, 33%. Ils n'arrivent pas à bouger, question de distance, de revenus, il y a plusieurs facteurs. Le lieu de résidence, ils ne cherchent que dans quel lieu de résidence pour quelqu'un qui vit en milieu rural, sauf s'il y a un village. Et ils sont nombreux, 65%, par rapport à ceux qui vivent en ville, 32%. Regardez encore au niveau de l'entourage. Le milieu rural, les diplômés mobilisent, sont 52% mobilisés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas un moyen, ils ne sont pas mobiles par rapport à ceux qui sont en milieu urbain, moins de réseau social et familial. Mais ce qui est important, c'est le dernier. Ils ne sont que 11% à participer au concours et aux annonces. Donc, ils sont un problème. Il faut une aide à la mobilité, bien sûr, en fonction des critères. Bon, les critères ont déjà été proposés par l'ANAPEC. C'est une bonne entrée pour mettre en place ce dispositif. Donc, vous avez les groupes cibles détaillés. Et même il y en a certaines catégories qui sont plus détaillées. Vous avez le nombre de SPE, Services publics de l'emploi. 23 sur 26, le chômage directement ciblé sur le chômage. Pas sur l'inscription. Définition du chômage. 15 sur 26, vous avez bien sûr les pays qui sont mentionnés, les groupes désavantagés, jeunes, âgés, femmes, migrants. Vous avez 13 sur 26 pour les groupes vulnérables, chômeurs de longue durée, handicapés, parents isolés, toxicomanes, explosionnés. Je sais qu'il y a une proposition de l'ANAPEC pour les anciens détenus. Ça, c'est bon. Pour les personnes occupées qui ne sont pas satisfaites, 14 sur 26. Pour les personnes inactives, découragées, notamment les femmes et les hommes, découragés. 4 SPE sur 26. Évidemment, j'ai des informations sur l'impact, tout ça. Bon, je n'ai pas le temps, malheureusement. Au niveau il faut faire un bon profilage. Il faut plus se contenter de la décision prise par le conseiller à l'emploi. C'est une décision très, très importante. Il faut l'aider.
Au niveau de l'accompagnement de ceux qui ont des petits problèmes et qui ne se retrouvent sans opportunité d'insertion, il leur faut un petit plus. Donc il faut, comme je l'ai mentionné au départ, sur le schéma, il faut codifier les difficultés. C'est codifiable, ça se fait, c'est possible. Pas dire, un conseiller n'a pas le droit de dire « j'ai le sentiment ». Quel sentiment? On ne vous demande pas votre sentiment. Est-ce que cette personne va s'insérer ou non? Montrez-les-moi avec votre entretien. Dites-le, est-ce que vraiment, concrètement, il peut s'insérer? Donc il faut qu'il y ait une notion de probabilité d'insertion. Donc on propose qu'il y ait, je pense qu'il y a déjà un travail qui se fait au niveau de l'ANAPEC, je ne sais pas est-ce qu'il est déjà prêt. Alors je propose qu'il y ait ce qu'on appelle un accompagnement renforcé pour les plus éloignés, après passage, pas avant, après passage pour la mesure pour avec quelques contacts. Et pour ceux qui doivent être uniquement orientés sans aide. Après 2 mois de recherche, il faut les remettre sur le premier axe. Donc, on pourrait travailler sur les indicateurs, etc. Conclusion, développer une culture de l'insertion pour assurer une transition rapide du chômage en emploi. Consolider ce qui existe. Nous avons un bon produit, contrat d'insertion, un très bon produit. Et il faut le consolider avec des ajustements. Pourquoi? Parce que ça intéresse les entreprises pour une bonne partie qui sont sensibles à l'allègement du coût à l'embauche. Les emplois exonérés assurent une insertion durable pour leur grande partie. Si on fait une analyse sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, on peut être agréablement surpris. C'est un bon bénéfice, valorisant. La formation, un puissant d'action très important pour améliorer les qualifications. Priorité aux formations préparatoires à l'emploi. Développer des modules de formation par objectif, ne serait-ce que pour quelques semaines. Et puis l'amélioration de l'efficacité, ça se construit. L'efficacité, ça se construit dans le temps. Je m'excuse de vous citer le cas de la France, parce que nous sommes. Mais en France, chaque gouvernement, je m'excuse, qui arrive, il trouve une autre mesure, alors que dans d'autres pays, ils améliorent les mesures existantes. Et c'est plus efficace. Donc il faut construire sur ce qui existe que de trouver d'autres mesures. Les autres mesures, c'est pour compléter par rapport à des groupes qui ne sont pas couverts, pour adapter un noyau dans une mesure, mais pas créer une autre mesure indépendante. Et donc ne pas se débarrasser des mesures comme ça sans justification. Et enfin, le maître d'œuvre, il a besoin de soutien. Nous avons un grand problème. On met à sa charge, il n'a pas le temps de le faire, beaucoup de mesures, il n'a pas les moyens. Franchement, il y a un risque en rouge. Parce qu'avec les mesures qui vont être mises en place, l'ANAPEC va avoir des difficultés. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Donc, il ne sera pas pour développer un diagnostic pertinent, accompagner efficacement. Elle ne sera pas en mesure si on met en charge toutes ces mesures. Donc il faut la doter de moyens humains adéquats. Professionnaliser par prestation. Ceux qui vont à l'entreprise, ce ne sont pas des psychologues, ce ne sont pas des psychiatres. Ceux qui vont à l'entreprise, et nos amis des agences de conseil le disent, c'est des spécialistes du marketing, c'est vraiment qui connaissent l'entreprise, spécialistes des RH. C'est ceux-là qui doivent aller vers l'entreprise. Tous les pays l'ont constaté trop tard qu'il faut des spécialistes. Chaque prestation a assez spécialistes. Et on peut pas, je m'excuse de vous dire, on ne peut pas mettre un conseiller à l'emploi monoprofil. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, et bien sûr, déjà un travail formidable qui a été fait par l'ANAPEC en termes de formation. Professionnaliser. Et puis, l'approche de mise en œuvre, le ciblage. Évidemment, je n'ai pas traité l'aspect offre, mais ce que je dirais, l'ANAPEC a 2 contraintes qu'il doit
gérer. Un, c'est de satisfaire les exigences des employeurs. Je m'excuse. Une seconde. Satisfaire les exigences des employeurs et les exigences des demandeurs d'emploi. Et deuxième contrainte, c'est trouver des partenaires pour l'externalisation. Nous avons de bons partenaires. Il faut les former. Il faut créer un marché de l'offre de services. Et je m'excuse d'être... Merci.